Bonjour à tous, je m'appelle Didier Nakache, nous sommes le 11 octobre 2020 et je suis très heureux de vous présenter ma toute dernière conférence que j'ai appelée la Covid, parce que souvent les décisions étaient à mon sens vides de sens justement. Alors l'objectif de cette présentation, c'est de montrer principalement les biais cognitifs et les soucis d'analyse de données face à la Covid-19. On aurait pu avoir d'autres approches qui font appel à d'autres disciplines comme la médecine, la sociologie, la psychologie, qui sont aussi bien sûr à prendre en considération, mais c'est pas mon domaine, je n'ai pas de compétences et je reste strictement dans le domaine des biais cognitifs et des problèmes d'analyse de données. Cette présentation, je souhaite le préciser, j'ai fait une compilation de toutes sortes d'articles que j'ai vus, lus, conférences, en particulier la conférence de Sibony qui dès le mois d'avril avait pointé des choses vraiment intéressantes et auxquelles j'ai rajouté mes propres connaissances. Alors le menu principal de cette présentation est le suivant. Tout d'abord, il y a l'histoire de la maladie, c'est pour cadrer en 4 diapos, rappeler le contexte, l'environnement. Au passage, vous remarquerez que quand on cherche une idée d'illustration sur un menu principal, les logiciels modernes proposent burgers, donuts et pizzas. Il y a quand même une petite frite là-haut qui sauve l'honneur. Mais voilà, je pense que j'ai laissé du coup la proposition, j'ai trouvé ça amusant. Donc après le cadrage en présentant l'histoire de la maladie, je vais vous expliquer ce que sont les biais cognitifs, puis comment les biais cognitifs ont joué à plein dans la crise de la Covid, et enfin, avant de conclure, on va reparler de statistiques et de quelques biais ou distorsions statistiques. Alors l'histoire de la maladie. Le premier cas est un patient de 55 ans qui tombe malade le 17 novembre 2019 en Chine, et un mois plus tard, le nombre de cas s'élève à 27, ce qui fait rêver aujourd'hui. Le 20 décembre, on est à 60 personnes, et on remarque un premier cluster qui a l'air de se situer autour du marché de gros de fruits de mer à Huanan. Et les premiers patients sont hospitalisés pour pneumopathie dans la région de Hubei. À ce moment-là, personne ne sait si les humains se contaminent entre eux ou non, ni ou si on est contaminé par une source animale externe ou une source autre. Le 21 décembre, il y a un kit diagnostic qui cible 22 germes pathogènes respiratoires, 18 virus et 4 bactéries, et tous reviennent négatifs. Les médecins réalisent alors qu'ils sont en présence d'un nouvel agent pathogène respiratoire. Le 31 décembre 2019, l'OMS est informée de la survenue de nombreux cas d'une pneumonie d'origine inconnue dans la ville de Wuhan. Et le 6 janvier, les Américains commencent à s'inquiéter des risques d'une épidémie. Dès le lendemain, les autorités chinoises répondent en expliquant qu'ils ont isolé un nouveau virus qu'ils appellent le SARS-CoV-2. Le 9 janvier, l'OMS lance une alerte internationale. Le 23 janvier, l'OMS annonce que la maladie est transmissible entre humains. Et dès le lendemain, l'OMS indique les modes de transmission de la maladie, probablement comme pour les autres coronavirus, en contact direct via les gouttelettes respiratoires éjectées lors de la parole, les postillons, la toux, les éternuements, ou à travers des objets contaminés par ces gouttelettes. Le 26 janvier, 2 jours après, et cette annonce est vraiment importante, les autorités chinoises annoncent que le nouveau virus a une période d'incubation qui peut aller jusqu'à 2 semaines, et surtout que la contamination est possible pendant toute cette période d'incubation. Et les autorités chinoises disent, si on ne fait pas une politique de détection systématique et précoce, le virus est susceptible de se répandre avec une croissance exponentielle. On en reparlera bien sûr. Enfin, le 11 février, l'OMS nomme officiellement la maladie Covid-19. D'ailleurs, en France, on dit maintenant la Covid-19, alors que le virus lui-même s'appelle SARS-CoV-2. Le 11 mars, le directeur général de l'OMS qualifie la Covid-19 de pandémie. Alors, je vais vous parler maintenant des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une manière de déformer la réalité. C'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information
C'est une déviation systématique de la pensée par rapport à la réalité. Bref, pour faire simple, on trompe le cerveau. Alors on sait depuis longtemps que notre cerveau peut être trompé par toutes sortes de mécanismes. Vous avez ici par exemple une photo sur laquelle notre cerveau reconnaît très vite des signes auxquels il est habitué. Il va surinterpréter tous ces signaux en nous faisant conclure qu'il s'agit d'un lac. Quand vous regardez mieux, vous réalisez qu'en fait c'est juste la photo d'un muret. Sur la Covid-19, il y a de nombreux biais qui sont venus polluer nos pensées et nos analyses. Alors, que sont les biais cognitifs? Les biais cognitifs ont été mis en évidence par deux chercheurs principalement, Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux justement sur les biais cognitifs. Et ces deux chercheurs ont déterminé que notre cerveau fonctionnait selon deux modes de pensée distincts. Et ces deux modes sont appelés S1 pour système 1 et S2 pour système 2. Alors S1, c'est un mode de pensée automatique, incontrôlable, fulgurant, qui se met en place par association d'idées, d'émotions et d'expériences passées. C'est ce qui nous fait agir de manière intuitive dans toutes les routines qui ne nécessitent pas d'engagement cognitif fort, mais aussi lorsque l'on doit prendre des décisions dans des situations d'incertitude. Donc on voit bien ici que ça a joué à fond. Par contre, l'inconvénient de S1, c'est qu'il est sensible aux biais cognitifs, aux raccourcis mentaux et aux erreurs de jugement. C'est un mécanisme de pensée qui permet de réagir rapidement, sans réfléchir à une menace ou devant un changement imprévu. Par exemple, si vous voyez une voiture qui soudainement dévie de sa trajectoire et vient vers vous, eh bien, vous allez avoir un réflexe qui va très vite vous conduire à prendre la décision de vous mettre à l'abri et de sortir de la trajectoire de la voiture. Vous n'allez pas du tout dire, bon, alors voilà, le chauffeur est un homme, il a 30 ans, il a un pull rouge, la plaque de la voiture c'est ça, son modèle c'est ça. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans ce mode de pensée analytique. On est dans de la pensée réflexe, on réagit vite face à une situation imprévue. Ce mode de pensée, S1, a joué à fond dès le début face à la Covid-19 et principalement de deux manières différentes, soit en mode déni. On n'a aucun risque à se promener sans précaution, c'est quoi ce virus, vous connaissez des gens qui ont le virus, etc. Soit en mode de panique, réflexe panique, on fait la ruée vers les pharmacies, l'affolement sur la chloroquine, on dévalise les rouleaux de papier toilette, etc. Et malheureusement, la communication ne suffit pas à endiguer ces phénomènes-là. S2, le système 2, lui, c'est tout le contraire. Il va analyser les informations disponibles, il va les compléter éventuellement, il va les traiter avant d'agir en toute connaissance de cause. Alors c'est un système qui est beaucoup plus long et coûteux en énergie et qui n'est que très peu utilisé dans la vie quotidienne parce que la plupart de nos actions sont pilotées par le système 1. Ici j'ai mis 80%, mais je pense que ça reste quand même beaucoup plus. Alors voilà une petite vidéo qui résume bien ce que sont S1 et S2. Les deux vitesses de la pensée. En 2011, Daniel Kahneman résume des années de recherche en psychologie dans son livre, où il décrit deux modes de pensée. Le premier, rapide et automatique, mais sujet aux erreurs, système 1. Le second est lent et réfléchi, et mêle logique et analyse, le système 2. Deux modes de pensée pour deux vitesses. Le système 1 est rapide, sans effort, stéréotypé et inconscient. Et le système 2, lui, va être lent, avec effort, logique, conscient. Le système 1 est rapide, il va agir instinctivement et mobiliser des ressources immédiates. Le système 2, à l'inverse, sera lent, prend le temps de la réflexion et élabore des pensées complexes. Le système 1 est sans effort, en mode automatique, on va appliquer des réponses connues, alors que le système 2 est avec effort, il mobilise la logique, les mathématiques, mais non sans effort. Le système 1 est stéréotypé, le 2 est logique,
Si je vous dis de penser à un outil, le système 1 va vous faire penser à un marteau, et si je vous donne une couleur, ce sera bleu. C'est l'outil qui s'impose en premier, et logiquement avec le système 2, on pourrait penser à des pinces, des tournevis, des clés et d'autres. Le système 1 est inconscient, le 2 est conscient. Par exemple, que lisez-vous? Avec le système 1, vous lisez ABC 12, 13, 14, mais avec le système 2, vous pourriez lire A13C 12B 14. En résumé, le système 1 est rapide, sans effort, stéréotypé et inconscient, alors que le système 2 va être lent, avec effort, logique, conscient. Ces deux modes de pensée sont bien évidemment complémentaires. Voilà. Alors, malheureusement, le système 1 est le système qui est très sujet au biais cognitif, et j'ai voulu dans cette présentation vous parler des principaux biais par rapport à la Covid qui ont pu altérer nos jugements. Le tout premier biais est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, c'est un biais connu qui fait qu'on tend à recevoir une information selon la manière dont elle est présentée. J'ai mis pour illustrer le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais il y a une expérience qui est intéressante, qui est la suivante. Une équipe de médecins propose 2 programmes pour traiter un problème de santé. Avec le programme A, 400 personnes mourront. Avec le programme B, il y a une chance sur 3 de sauver 600 vies. Et bien, quand on présente l'information comme ça, quasiment les 3/4 des participants ont choisi le programme B. Or, mathématiquement, ça revient strictement au même, le A comme le B. Alors, beaucoup de personnes savent que la manière de présenter une information va impacter la manière dont le message va être reçu. Mais ici, malheureusement, pendant des semaines et des semaines, on a énormément communiqué sur la mortalité, le taux de mortalité, le nombre de morts ou le nombre de malades, et ça a augmenté l'anxiété. Par exemple, dire qu'on a une mortalité de 2%, c'est beaucoup plus anxiogène que dire qu'on a un taux de guérison de 98%. Et le nombre de personnes guéries n'a été que très peu commenté, ça a été rajouté beaucoup plus tard. Et cette manière de cadrer l'information dès le départ et de manière négative a sans aucun doute augmenté l'angoisse et favorisé l'utilisation du système 1. C'est-à-dire qu'on a été dans une pensée réflexe face à un danger qui nous a été présenté, face à une anxiété qui est montée, plutôt que dans une démarche plus analytique qui mobilise le système 2. Alors, le biais suivant est le biais d'expérience, qu'on appelle également le biais de modèle mental. Il faut savoir que quand nous sommes confrontés à une nouvelle situation, notre cerveau va avoir tendance à rechercher dans son histoire, dans ses antécédents, s'il n'a pas connu par le passé une situation similaire, et il va faire l'analogie. Alors les raisonnements par analogie, ça donne des résultats parfois surprenants, c'est toujours à manipuler avec des pincettes, et ici c'est ce qui s'est produit. C'est que on a regardé dans notre cerveau, dans notre mémoire collective, quelles ont été les situations proches. Alors il y a eu le H1N1, où, rappelez-vous, on avait fait acheter des masques en pagaille et il y avait une polémique sur les masques. Il y a eu le SARS, le MERS, voire Ebola. Et toutes ces épidémies ont fini par être limitées, contenues, maîtrisées. Et lorsque la maladie est arrivée, alors elle est arrivée de Chine, et les Chinois nous ont prévenus en disant attention, c'est très grave, les Italiens nous ont prévenus en disant attention, ça ne va pas du tout. Mais nous, dans notre modèle mental, on s'est dit que on allait passer à travers de tout ça, parce que toutes les expériences précédentes nous ont amené à la même conclusion. C'est à ce moment-là qu'on parle de grippette, je vous en reparlerai après, mais ça a eu un effet qui n'est pas très bon. Le biais suivant est le biais d'optimisme et de surestimation de soi. Alors même que les Italiens et les Chinois toujours nous alertaient sur la gravité de la situation,
Nous, on a été dans l'optimisme et la surestimation complète de nos capacités en pensant qu'on avait le meilleur système de santé au monde et on attendait bien, on allait voir ce qu'on allait voir. D'ailleurs, on a vu, hein, sans entendre tout ce qui se passait. Pourtant, objectivement, les hospitaliers étaient en grève dure depuis plus d'1 an pour dénoncer le manque de moyens et la situation catastrophique des hôpitaux. L'Italie a un système de santé qui est à peu près équivalent au nôtre, et les Chinois ont été capables de construire un hôpital en 10 jours. Donc nous, on a vu la vague arriver, et on était tellement sûrs de nous, on était tellement optimistes, tellement dans la surestime, qu'on a dit, il n'y a pas de souci, on va affronter la situation et on va la gérer mieux que les autres. Alors il n'y a pas que nous, hein. Je mets ici Bolsonaro, rappelez-vous, le président brésilien, qui expliquait que oui, les Brésiliens sont de constitution bien plus forte que la plupart des autres pays, et donc ils vont mieux résister à la maladie. Donald Trump, qui déclarait le 22 janvier 2020, la situation est complètement sous contrôle, et qui là, on vient d'apprendre, a été testé positif à la Covid-19. Ou Boris Johnson, qui était convaincu que ni lui ni son peuple ne seraient atteints par la Covid-19, et bien évidemment la situation n'a pas été bonne. Et d'ailleurs aujourd'hui, toujours dans les biais d'optimisme et de surestimation, quand j'entends beaucoup de prévisions très optimistes sur le monde d'après, etc., voilà, moi j'engage les gens à être un peu plus prudents. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'inconnu, quoi. Alors oui, il y a des choses qui vont changer, sans doute pas aussi vite qu'on l'imagine, et lesquelles, ça c'est un grand mystère. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire preuve de prudence. Voilà un exemple intéressant qui est une prévision qui a été demandée à des experts le 16 et 17 mars, experts américains. On leur a demandé, d'après vous, combien y aura-t-il de cas le 29 mars, donc 13 jours après. Et on a réuni les meilleurs experts américains, autrement dit, pratiquement les meilleurs experts au monde. Et vous avez les barres bleues, donc avec le minimum, le maximum et le point bleu qui est ce qu'ils estiment. Sur une prévision à 12 jours, le consensus était à 19 000, le chiffre réel était à 141 701. Il n'y a que 3 personnes qui ont trouvé, et encore le troisième, c'est à la limite de sa fourchette haute. On voit bien le biais d'optimisme et de surestimation de soi. Il y a eu d'autres biais, hein, c'est que, par exemple, je ne doute pas une minute que ces chercheurs ont fait des modèles, notamment exponentiels, qui étaient très justes, mais je crois que les résultats qu'ils ont trouvés étaient tellement importants qu'ils n'y ont pas cru. Et donc ils ont corrigé d'eux-mêmes les résultats qui étaient sans doute vrais. Alors, il n'y a pas que les Américains, hein. En France, on est bien aussi. Par exemple, le Conseil scientifique annonçait au mois de juin que l'épidémie était sous contrôle en France. Ou Agnès Buzyn expliquait au mois de janvier que c'était pas la peine de faire des contrôles dans les aéroports parce que le risque d'introduction du nouveau virus mortel est faible, mais pas exclu quand même. Voilà. Là, on est dans l'optimisme, hein. La même Madame Buzyn, fin janvier, disait qu'il n'y a aucun problème parce qu'on a mis des affiches dans tous les aéroports. Alors ça, c'est un biais d'optimisme et de surestimation de soi qui me paraît aujourd'hui complètement ahurissant, à l'époque aussi d'ailleurs. C'est que comment est-ce qu'une ministre a pu imaginer une seconde qu'elle allait combattre le virus à coups d'affiches dans les aéroports? Ça me fait penser à la chauve-souris de Bigard, vous connaissez sans doute le sketch, c'est que j'imagine le virus qui arrive, il est sur un passager qui arrive de Chine, hein, en avion, hop, 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 le passager descend avec le virus sur lui, le virus voit l'affiche, il dit « Oh là là, attention, une affiche !» Hop, il saute et il repart en direction inverse et il reprend l'avion pour repartir en Chine. Enfin, comment on peut imaginer une seconde qu'une maladie qui se propageait de cette manière-là puisse être combattue à coups d'affiche? Ça, c'est un biais d'optimisme et de surestimation de soi particulièrement grave en tout cas. Un autre biais d'optimisme, je le mettrais aussi dans la catégorie des erreurs de jugement, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on est allé chercher les Français expatriés à Wuhan pour les ramener en France. Alors ça, c'était de l'optimisme de croire que ça allait être neutre. Et on a dit, oui, oui, mais ne vous inquiétez pas, on va bien sûr prendre toutes les précautions.
Alors j'imagine mal que les vêtements, tous les avions, enfin tous les objets touchés, tout ça a été désinfecté. Et ce qui s'est passé, c'est que la ministre l'a reconnu, Florence Parly a reconnu depuis peu, fin septembre, que les militaires qui sont partis chercher les Français, eh ben, lorsqu'ils sont rentrés en France, n'ont pas été mis en quarantaine, enfin en quatorzaine, et ces militaires, aucun n'a été testé, ils ont repris leur vie correct, comme avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu 3 clusters importants en France dès le début de l'épidémie. Il y a eu un premier dans l'est de la France, c'était une cérémonie religieuse où les gens, pour lutter contre le virus, ont trouvé que c'était bien de faire des prières ensemble et de se faire des grandes embrassades, des accolades et d'être collés et regroupés. On a vu le résultat. Le deuxième, c'était dans une station de ski où la ministre est allée voir en disant non, mais il n'y a aucun problème, tout est sous contrôle, tout va bien. Comme si on peut imaginer une minute que dans une station de ski, le gars n'ait pas touché un ski, n'ait pas touché une perche, ne soit jamais allé acheter à manger, n'ait été en contact avec aucune poignée de porte, ni rien. Deuxième cluster, région Rhône-Alpes. Troisième cluster, Creil. Creil, c'est là où les militaires qui sont partis à Wuhan étaient basés. Et ça a été un des plus gros clusters qui a contaminé toute l'île de France. Et malheureusement, dans cette crise qui a été mal gérée, dès que le président Emmanuel Macron a annoncé le confinement, tous les franciliens, dont une partie importante avait été contaminée par ce cluster, sont partis vite fait en province pour exporter le virus et le propager. Alors je ne dis pas bien sûr que ce sont les franciliens et les militaires qui ont contaminé tout le monde, c'est la circulation d'un virus, mais je pense que ça a accentué le phénomène, que ça l'a aggravé. On a été complètement dans l'optimisme et la surestimation de soi. Et pendant que nous, on était dans le dur, confinés, enfermés, et qu'on prenait conscience de la situation, on regardait les Américains en train de se balader sur la plage, en train de se regrouper, en train de bronzer, et on ne les comprenait pas. Tout en oubliant que nous-mêmes, 2 semaines ou 3 semaines avant, on était dans une situation similaire où les Chinois et les Italiens nous disaient « Nous sommes choqués par votre inconscience ». Voilà, le biais suivant n'est pas un biais, c'est un concept, mais vous allez voir qu'il va s'associer très bien avec le biais suivant. C'est le concept d'ultracrépidarianisme. Alors l'ultracrépidarianisme, c'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Malheureusement, dans la Covid, ça a joué énormément et on a vu et entendu tout un tas de personnes s'exprimer largement sur des sujets alors qu'ils n'avaient pas forcément les compétences requises. Quand vous combinez ça à l'effet Dunning-Kruger, ça a donné la situation catastrophique qu'on a vue. L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais qui consiste à faire que les personnes les moins qualifiées dans un domaine surestiment leurs compétences et sont en surconfiance. Donc associé à l'ultracrépidarianisme, ça a donné la situation qu'on a tous observée. Ces travaux-là ont été démontrés par 2 chercheurs, David Dunning et Justin Kruger, qui ont publié leurs résultats en 1999. Et Dunning et Kruger attribuent ce biais à la difficulté des personnes non qualifiées à reconnaître leur propre niveau de compétence et donc leur propre incompétence, et la difficulté pour eux d'évaluer leur réelle capacité. Inversement, il y a un corollaire qui est que les personnes les plus qualifiées ont tendance à sous-estimer leur niveau et penseraient que, vu que ce qu'elles font c'est facile pour tout le monde et donc il n'y a pas de problème, c'est pas compliqué. Voilà, donc il y a l'effet Dunning-Kruger où les moins qualifiés ou les moins porteurs de connaissances vont avoir le plus de confiance en eux, et l'effet inverse où les plus qualifiés auront une confiance beaucoup plus limitée. Tout ça, ça se traduit par un schéma que j'aime beaucoup présenter, qui est le suivant. Vous avez en abscisse le niveau de connaissance. Donc ça, c'est le schéma qui a été proposé par Dunning et Kruger, qui va de « je ne connais rien » à « je suis expert », avec un niveau intermédiaire qu'ils ont appelé la sagesse. Et en ordonnée, vous avez le niveau de confiance qui va de bas à élevé.
Et vous voyez le cheminement, c'est que dès qu'on commence à développer un peu de connaissances sur un sujet, le niveau de confiance grimpe en flèche et on atteint le sommet du mont stupide. Lorsqu'on développe un peu plus et qu'on avance vers la droite, on développe un peu plus ses connaissances, la confiance diminue pour atteindre ce que les auteurs ont appelé la vallée du désespoir. Tous ces noms ont été mis par Dunning et Kruger. Puis après, on remonte la pente de l'illumination, et lorsqu'on devient vraiment expert dans un domaine, on va vers ce qu'ils appellent le plateau de durabilité. Vous voyez que même lorsqu'on devient expert, on n'atteint pas le niveau de confiance qui était au sommet du mont stupide. Alors les conséquences de Dunning-Kruger sont importantes, c'est que nous sommes tous maintenant, vous savez, avant un match de foot par exemple, on est tous sélectionneurs. Eh bien là, on est tous experts en médecine, nous sommes tous épidémiologistes, statisticiens, économistes. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que par exemple, au début de l'épidémie, 80% des Français avaient une opinion marquée sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, alors qu'en réalité, personne n'en savait rien vraiment. Le biais suivant est le biais de groupe. Alors j'aime beaucoup ce mouton, je le trouve vraiment sympathique. Le biais de groupe, je pense que ça vient de notre cerveau reptilien, vous savez, où on a les réflexes les plus primitifs qui sont inscrits. C'est que les individus tendent à penser et à agir comme le groupe. Alors il y a une expérience que j'aime bien raconter qui est la suivante. On fait remplir un questionnaire à un individu qui est seul dans une salle. Et évidemment, le questionnaire, on s'en moque un peu. Et à un moment donné, il y a de la fumée qui sort et qui commence à envahir la pièce. La personne qui remplit le questionnaire finit par se lever, chercher l'origine de la fumée et voir s'il y a matière à s'inquiéter ou pas. On fait la même expérience, mais la personne est accompagnée de 2 complices qui, eux, ne vont absolument pas bouger. Et donc la fumée commence à envahir la pièce, les 2 complices ne bougent pas. Eh bien, dans le premier cas, quand la personne était toute seule, 75% des personnes ont donné l'alerte en moins de 2 minutes, et dans le deuxième cas, il n'était plus que 10%. Vous voyez que, alors il y a eu plein d'expériences comme ça, mais l'individu tend à agir ou à réagir de la même manière que le groupe auquel il s'apparente ou auquel il appartient. Donc quand on combine le biais de groupe avec le biais d'optimisme, on comprend maintenant que le phénomène n'a pas été du tout pris à sa juste valeur dès le début. Le biais suivant est le biais de confirmation. Alors j'ai mis une illustration qui m'amuse, qui est une fausse info, c'est logographie. C'est il cherche sa propre opinion sur Google afin de pouvoir la confirmer. C'est ça le biais de confirmation, c'est l'idée. C'est que avoir raison avec soi-même, c'est facile. Avoir raison face aux faits, ça c'est autre chose. D'une manière générale, on déteste avoir tort et on va surtout chercher à éviter cette situation désagréable. Et donc on va faire le tri. On va faire le tri dans nos lectures, dans nos relations, dans nos échanges, dans nos données, dans les publications, qu'on soit de bonne foi ou de mauvaise foi. Mais il y aura un tri qui va se faire de façon assez naturelle. Ce qui nous manque, c'est un bon, je suis désolé, j'ai mis ça comme illustration, un bon bullshitomètre. C'est-à-dire que dans ce biais, il y a 2 facettes. Soit ça confirme ce que je pense, donc c'est vrai et ça renforce ma conviction. Soit c'est contradictoire avec ce que je pense, donc c'est faux, c'est n'importe quoi. Au final, on ne tend à retenir que les faits qui viennent confirmer nos hypothèses, nos opinions, et même parfois à ne s'entourer que de personnes qui pensent comme nous. Et on va ignorer les hypothèses contradictoires. Raoult était complètement là-dedans. Qu'on soit pour ou anti, c'est même pas la question. C'est que les pour Raoult ou les pro-Raoult et les anti-Raoult ont tous usé et abusé du biais de confirmation pour confirmer le fait qu'ils avaient raison. Le biais suivant est très important et il a été largement décrit par Kahneman, c'est le biais d'ancrage. L'effet d'ancrage, le biais d'ancrage, on parle également d'effet d'ancrage-ajustement, ça a été décrit par Kahneman dès les années 70, toujours avec Tversky. Ces 2 experts ont étudié la manière dont les individus vont faire évoluer leur jugement
face à une opinion initiale qui est ancrée. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites une première opinion d'un phénomène et il regarde comment vous allez évoluer face à ce qu'on va vous présenter qui va confirmer ou infirmer votre opinion initiale. Et ils observent que même si un individu est exposé à des nouvelles informations qui démontrent que son opinion passée est imparfaite ou inexacte ou en inadéquation, il garde en mémoire la première information reçue et il va l'ajuster, mais de manière très faible ou très floue. C'est-à-dire qu'en gros, l'opinion qu'on se fait au départ d'un fait ou d'un événement va perdurer, même si on tend à nous montrer le contraire ou l'histoire tend à nous montrer le contraire. C'est ça l'effet d'ancrage. On reste un peu enfermé dans nos convictions initiales. Ça a marché à fond ici, pour plein de raisons que je vais vous expliquer juste après. Mais dès le début, rappelez-vous, on a parlé de grippette, et la grippette a été complètement ancrée dans l'esprit collectif, et ça a rassuré au début pas mal de monde, et après il a été très très difficile, il est encore très difficile de faire penser à autre chose qu'une grippette. Alors, les facteurs d'ancrage étaient nombreux par rapport à la grippette. Tout d'abord, les données chinoises étaient peu alarmantes initialement. Ensuite, les symptômes initiaux peuvent ressembler à la grippe. On a eu beaucoup de cas asymptomatiques. Et avant la seconde vague, le nombre de victimes pouvait être tout à fait comparable à celui de la grippe. La grippe fait entre 300 et 650 000 morts par an. Et mi-juillet, on était à 565 000 morts de la Covid. Donc voilà, la grippette, bon, allez, finalement, on peut évoluer en disant c'est une mauvaise grippe. Non, c'était beaucoup plus que ça. Hein. Et ça s'est renforcé parce que ça a été largement relayé, diffusé à travers les réseaux sociaux. Et ça a eu des conséquences assez graves sur le non-respect des règles, par exemple, puisqu'on a minimisé finalement le problème. Donc les conséquences sont les suivantes. Hein. C'est qu'on a minimisé la gravité de la situation, on a minimisé l'importance du confinement. Et il y a eu plusieurs études, là par contre, qui ont été menées, qui sont venues confirmer ça. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui sont partis à fond dans l'ancrage dès le début du problème. C'est tous ceux qui sont auteurs de fake news. Cyril Hanouna en a produit, les antivax, les QAnon, les complotistes. Voilà. Et même dans une autre mesure, Raoult a eu un ancrage certain. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où des gens disent, et en quantité, que même si demain on trouve un vaccin contre la Covid, eh bien, eux ne se feront pas vacciner. Et ils sont nombreux à penser ça maintenant. Et ça va être dur de les faire changer d'avis. L'autre face du biais d'ancrage, c'est que maintenant, même d'un point de vue médical, lorsqu'un individu va se mettre à éternuer ou à tousser ou avoir un des symptômes, eh bien, la Covid est tellement ancrée qu'on va vite l'orienter vers la Covid en ignorant les autres pathologies. Le biais suivant est le biais de croissance exponentielle. Donc, le biais de croissance exponentielle, c'est un biais qui est vraiment complexe à appréhender parce qu'on a beaucoup de mal à voir ce qu'est un modèle exponentiel et à le visualiser. Vous avez ici une croissance qui est en rouge a priori exponentielle. Vous voyez que sur la droite, on part complètement à la verticale, on commence à partir très haut. Eh bien, notre cerveau va avoir tendance à en faire un modèle linéaire, comme la ligne bleue, qui va être proportionnel. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites dans ce sens. Par exemple, on a dit, voilà, vous avez un chiffre qui va doubler tous les... Par exemple, c'est le problème des nénuphars. Vous avez un nénuphar dont la surface double tous les jours. Au bout de 20 jours, il a couvert la moitié de la surface d'un lac. Combien de temps lui faudra-t-il pour couvrir la totalité du lac? La plupart des gens sont en difficulté et vont dire si en 20 jours il a fait la moitié du lac, il faut 40 jours pour faire la totalité. En réalité, non, il faut juste 21 jours. Il y a un autre exemple qui est connu, qui est, voilà, vous placez une somme d'argent à 10% d'intérêt par an, vous placez 1000 euros, au bout de 30 ans, et les bénéfices sont réinjectés, bien sûr. Au bout de 30 ans, quelle est la somme que vous avez à disposition? Au bout de 20 ans, eh bien,
on a mesuré un facteur 10 entre le chiffre annoncé et le chiffre calculé. Les gens estiment 10 fois moins que réel la valeur du bien à l'issue. C'est Paul Graham qui raconte bien, je trouve, ce qu'est le biais de croissance exponentielle, et il dit « Les gens ne sont pas surpris quand je leur dis qu'il y a 13 000 cas de Covid-19 en dehors de Chine, ou quand je leur dis que ce chiffre double tous les 3 jours. Mais quand je leur dis que si la croissance continue à ce rythme, nous aurons 1,7 million de cas dans 3 semaines, ils sont éberlués. » Alors l'impact du biais de croissance exponentielle, c'est que beaucoup de prévisions ont été mises de manière proportionnelle et non de manière exponentielle. Et il y a eu beaucoup d'études scientifiques, 3 en particulier, qui ont mesuré le manque de distanciation par rapport à cette absence de perception. Alors je vais juste vous raconter une anecdote, j'espère qu'il écoutera cette conférence, mais dès fin janvier, j'ai eu un échange en privé avec un ami qui s'appelle Adrien, et il me disait « Coucou, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce nouveau virus ?» On était avec un R0 qui était à 2, même 2,3, enfin, avec des choses assez inquiétantes, et je lui me dis bah, je suis pas très rassuré. Je lui disais bah, tu sais, moi non plus, je suis pas très rassuré. Et on s'est mis à faire des calculs, des projections exponentielles, et on s'est dit oh là là, ça se présente mal, fin janvier, hein. Ça se présente mal, je vois mal comment on pourra éviter le confinement, et il va falloir faire attention, la situation ne s'annonce pas très bien. On est resté sur cet échange, et après ça, je suis allé à l'occasion en parler à des proches, ou à des amis, ou à des collègues, en leur disant écoute, tu sais, le virus chinois, là, je le sens pas bien, donc essaye de faire attention, sans faire de stock énorme, mais en tout cas de ne pas être dans la réserve, avoir toujours un paquet de pâtes devant toi ou quelque chose, parce que ça me paraît plus prudent. On ne sait pas comment les choses vont évoluer, et je le sens pas. Les gens m'ont regardé, c'était des proches, donc ils m'ont regardé poliment, mais on sentait bien qu'ils m'ont pris pour un ahuri. Voilà, l'histoire a montré après que, ben oui, c'est bien ce qui s'est passé, mais voilà, même des gens qui ont confiance en moi n'ont pas mesuré le problème de la croissance exponentielle. Le biais suivant, qui va avec ce que je viens de vous dire d'ailleurs, c'est le biais de normalité. Le biais de normalité, c'est la tendance à croire que les choses fonctionneront toujours normalement. Et donc on va sous-estimer la probabilité d'un désastre. C'est ça qui explique que, alors que l'épidémie de Covid arrivait en France au galop, à travers l'Italie en particulier, eh bien nous on continuait à avancer, à travailler et à réagir comme si tout était normal. Et en gros, on s'attendait juste à faire le dos rond le temps que la vague passe. Voilà. En gros, nous ne sommes pas préparés comme nous aurions dû le faire. C'est quelque chose qui s'appelle également le syndrome de l'autruche. Alors le biais de normalité, j'aime bien ce graphique, c'est que vous avez en bleu la probabilité reçue du danger et en rouge la probabilité réelle. Donc au départ, la probabilité que le virus arrive était faible, et donc la probabilité perçue était faible également. Puis petit à petit, le virus s'est approché de la France, il s'est développé, il a pris de l'ampleur, donc la probabilité de catastrophe a augmenté. À un moment donné, elle atteint un seuil d'alerte, c'est-à-dire qu'elle commence à devenir inquiétante, mais la perception reste désespérément très basse, et ça crée une inertie, jusqu'à ce qu'il se passe un événement spectaculaire, qui peut être un chiffre rond, 100 000 contaminés, 10 000 morts, ou un discours du président de la République. Et là, d'un coup, la perception reçue dépasse largement le risque réel, et ça crée des phénomènes de panique qu'on a pu observer. Le biais suivant est le biais du survivant. C'est un biais de sélection, c'est que on a tendance à faire nos observations sur une sous-population qui n'est pas la population totale, et on a sélectionné des individus qui ne sont pas représentatifs de leur classe. Alors ici, le biais du survivant porte mal son nom, c'est que on a fait des conclusions trop hâtives
à partir d'un jeu de données qui était incomplet, parce qu'on a occulté pendant longtemps tous les asymptomatiques, on les a même pas mesurés, ni même testés d'ailleurs, et donc ils ne sont pas du tout rentrés en considération dans les statistiques. C'était une erreur, hein, du coup ça a induit un biais dans notre perception de la maladie et dans nos études, qui est le biais du survivant. L'exemple que j'aime bien raconter, c'est l'exemple qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, où un statisticien qui s'appelait Abraham Wald, on lui a demandé d'analyser les impacts de balles des avions qui rentraient du combat. Et donc ça donne le schéma que vous avez à droite, où il y a tous les impacts de balles en rouge. Et à cette époque-là, tout le monde voulait renforcer les zones en rouge en disant, puisque les avions sont touchés dans ces zones-là, c'est ça les zones qu'il faut renforcer. Et Abraham Wald a eu la merveilleuse idée de dire, mais non, pas du tout. Là, les avions sont touchés à cet endroit-là, mais eux rentrent. Or, ce qui compte, c'est que les avions puissent rentrer, donc c'est pas gênant qu'ils soient touchés à ces endroits-là. Donc on va renforcer les zones en blanc, parce que c'est sans doute là que se trouvent les fragilités des avions qui, eux, ne rentrent pas. Et c'est ce qu'il a fait, et évidemment, ça a grandement amélioré le retour et le nombre d'avions qui sont revenus à la base. Voilà. Alors ici, le biais du survivant, c'est peu approprié en termes, mais en tout cas, on a mal évalué la mortalité du virus, ni son niveau de contagion d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout testé les asymptomatiques, et même aujourd'hui, on a des choses un peu curieuses par rapport à ça. Alors voilà, au final, je vous ai présenté une dizaine de biais, le biais de cadrage, le biais d'expérience, le biais d'optimisme et de surestimation de soi, l'ultracrépidarianisme et l'effet Dunning-Kruger, le biais de groupe, le biais de confirmation, d'ancrage, de croissance exponentielle, de normalité, du survivant et d'une manière générale les biais de recrutement. Alors on aurait pu en trouver d'autres et qui s'appliquent ici, mais vous voyez qu'il y a eu de nombreux biais qui sont vraiment venus déformer notre vision des choses et faire prendre des mauvaises décisions pour beaucoup. Je vais vous parler maintenant un peu des biais ou des erreurs statistiques. Tout d'abord, il faut comprendre comment on a compté le nombre de victimes ou le nombre de contaminés de la Covid. On a compté n'importe comment. C'est-à-dire que chaque pays fait comme il veut. Il n'y a pas de règle homogène, il n'y a pas de règle internationale sur la manière de compter. Donc les Chinois ont très largement sous-estimé le nombre de victimes. Il y a d'autres pays qui, pour des raisons politiques, ont très largement sous-estimé le nombre de victimes. Et même quand on prend des pays proches comme l'Allemagne et nous ne comptons pas du tout de la même manière les victimes, puisque en France, on ne compte que les malades du Covid, alors qu'en Allemagne, il suffit d'avoir la Covid pour être considéré comme décédé de la Covid. Donc les Allemands comptent plus que nous en fait. Et en France, on n'a compté que les gens qui étaient vraiment testés. Donc ça a fortement diminué le nombre de cas réels. Toujours en France, au fil du temps, on a changé la manière de compter. C'est-à-dire qu'on a compté de mieux en mieux, et après on a rajouté les EHPAD qui n'étaient pas intégrés au début. Donc vous comprenez bien que dès lors que chaque pays compte comme il veut, et qu'un pays change les règles du jeu en cours de route, les comparaisons internationales n'ont que peu de sens, quoi. J'ai mis ici une copie d'un article où, mi-avril, les Chinois ont augmenté le nombre de victimes de 50%. Alors on sait que ces chiffres-là sont complètement bidons, mais d'un coup, ils ont augmenté de 50% en disant que c'est parce qu'ils avaient eu une meilleure remontée d'informations. En réalité, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup trop minoré le nombre de victimes et qu'ils n'étaient absolument pas crédibles. Même en France, on a eu des phénomènes curieux. Par exemple, mi-septembre, alors qu'on avait en gros une cinquantaine de victimes par jour, on a eu d'un coup 150 victimes. Alors tous les journaux se sont mis à faire le buzz, les grands médias en disant ça y est, la deuxième vague arrive, c'est la catastrophe, etc. En réalité, 2 jours après, on a eu l'explication, c'est qu'il y a un hôpital qui n'était pas compté depuis le début, et donc ils ont rajouté toutes les victimes dans cet hôpital, et à mon avis c'était plus qu'un seul d'ailleurs, ils les ont tous comptabilisés le même jour. Mais là, ça n'intéresse personne, il n'y a aucun média qui s'est intéressé de diffuser cette information qui était pourtant très importante, c'est-à-dire de nature à apaiser aussi les gens.
Ça sert à rien de continuer à angoisser les gens, en tout cas pas s'il n'y a pas des bonnes raisons. Voilà, pareil, hein, toujours dans les chiffres officiels de la Covid-19, dans l'indifférence la plus générale, vous pouvez vérifier par vous-même, le 19 mai, on a eu moins 217 décès. C'est-à-dire on a eu 217 ressuscités. Ça perturbe personne, hein, 217 personnes qui étaient mortes qui ne le sont plus. Aucun problème, personne ne voit où est le problème, les médias ne posent pas de questions, les gens disent bon ouais, ça doit être un rééquilibrage, enfin bon. Et on met tellement n'importe quoi dans nos chiffres que voilà deux tableaux que je trouve intéressants. Le premier c'est en Grande-Bretagne et le second en France, c'est le nombre de cas par jour. Vous voyez ici on voit une belle première vague et une belle deuxième vague, on a des chiffres cohérents. Et en France, on a un pic ici à 30 000, ici on a un creux, ici on a des trous, ici enfin on a n'importe quoi. Sur la Covid, voilà une courbe d'évolution d'un pays. Alors vous voyez ici que il n'y a pas de victimes, puis l'épidémie commence à grimper, donc on rentre dans le pic de l'épidémie, il y a de plus en plus de personnes contaminées. Là, le confinement commence à produire ses effets, donc de moins en moins de victimes nouvelles, et à la fin, on a un petit, vous voyez, ça remonte un petit peu. Je pense que c'est après le déconfinement, on a eu un nouveau petit pic, en tout cas un nouveau petit phénomène. Donc ce pays-là, qui est vraiment cohérent et intéressant, c'est l'Allemagne, bien sûr. La France, on a ça sur la même période. Donc je vais vous faire un petit zoom. Donc quand vous zoomez, on voit des phénomènes très très étranges. Ici, on avait un début de baisse qui laissait penser qu'il y avait une première accalmie. Ça correspond à une intervention du président de la République, Emmanuel Macron. Ici, on a un deuxième phénomène curieux, c'est quand on s'est mis à intégrer les EHPAD. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a dû faire un rattrapage. Parce que ici, on avait cru qu'il y avait une deuxième embellie. Là, c'était le discours d'Édouard Philippe. Et là, les chiffres en dents de scie, c'est en particulier parce qu'on a ce que j'appelle, moi, à titre personnel, le pic du lundi. C'est que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais tous les lundis, il y avait un pic de mortalité et d'épidémie, simplement parce que le samedi-dimanche, il y avait à l'inverse un creux, et c'est bêtement lié à une remontée d'informations de services qui ne travaillent pas le samedi-dimanche et qui envoyaient leurs chiffres le lundi. Donc les politiques ont complètement modelé cette courbe pour diminuer l'impact avant les interventions des politiques de premier plan, et avec des choses vraiment pour le moins curieuses, on va dire. Mon grand regret, c'est que toutes les méthodes statistiques ont été largement sous-évaluées, sous-utilisées, et qu'on a préféré un traitement largement politique et médiatique. On a cherché à faire le buzz, on a cherché à faire de la com, alors qu'on n'a pas cherché à être efficace. Et c'est peut-être ça qu'on aurait dû chercher à faire. Et grosso modo, c'est celui qui s'est fait le plus remarquer à dire un peu n'importe quoi, qui a fait le buzz dans les médias et qui a propagé sa mauvaise parole de manière beaucoup trop large. Moi, je note également qu'on n'a pas fait d'études de cohorte, alors que c'est ce qu'on aurait dû faire dès le début, et même encore maintenant, c'est ce qu'on aurait dû faire pour bien mesurer le phénomène. Je note aussi l'incapacité de l'Union européenne à faire ou à produire des études qui soient dignes de ce nom. Ça a été juste un fiasco. L'Union européenne a été la grande absente de cette crise. Quant aux politiques, je vais pas livrer le fond de ma pensée, on va pas taper sur l'ambulance, mais je vais dire beaucoup d'atermoiements, mais à tous les niveaux, au niveau communal, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national. Je ne vais pas vous reparler des masques qui étaient inutiles, indispensables, obligatoires, selon qu'on en avait ou pas, ou dont le prix a simplement été multiplié par 10, hein, parce que avant la crise, par exemple, les masques coûtaient 7 centimes pièce, maintenant c'est 70 centimes pièce. Personne, enfin tout le monde a oublié que ça coûtait 10 fois moins cher avant la crise. On a eu des réactions complètement ahurissantes pour moi, c'est que pourquoi fermer les restaurants? Est-ce qu'on a identifié que les restaurants étaient source de contamination? Je suis pas convaincu. Il y a des gens qui ont fermé des plages alors que les gens sont en plein air, donc au lieu de rester sur les plages en plein air, eh ben, ils sont allés se confiner chez eux où ils se sont contaminés. On a l'impression que chacun y va de sa petite mesure pour donner le change, pour donner le sentiment qu'il fait quelque chose, mais sans vraiment se préoccuper de savoir si le quelque chose en question est efficace ou pas. Bref, on est dans le grand n'importe quoi.
Ma conclusion, c'est la suivante, c'est que la Covid a fait l'objet de nombreux biais cognitifs et vous devez savoir que la compétence ou l'expérience ne protège pas des biais et personne ne peut s'en prémunir individuellement. Moi-même, quand j'ai préparé cette conférence, je me suis surpris à une ou deux reprises, peut-être même plus d'ailleurs, à me dire ah ouais, tiens, c'est vrai, là, moi, je me suis fait avoir, je m'étais trompé également au début de la crise. Euh, Grosso modo, ce qui va le mieux protéger, c'est la réflexion, le travail collectif, l'analyse et l'analyse objective des faits. Le deuxième point, c'est que la manière de compter n'a que peu de sens. On compte n'importe quoi, n'importe comment, et faire des comparaisons internationales n'a aucun sens. Troisième point, c'est que les réponses politiques ont été politiques, je vais rester poli. Et quand on regarde tout ça, est-ce qu'il faut encore être surpris d'avoir eu 1 million de morts? À mon avis, certainement pas. C'est la cause, enfin la cause et la conséquence de, malheureusement, de toutes ces victimes. De mon point de vue, il n'y a que trop d'éléments qui sont venus polluer nos analyses, et je pense qu'il est vraiment grand temps de mettre le système 2 en action, celui de la réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Le support est disponible gratuitement. Vous me faites un mail à confia@orange.fr et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Ciao.